On a commencé cette aventure avec des termes forts comme axe intérieur, mission de vie, qui semblent simples, mais qui contiennent en fait des blocs entiers d'histoire. Alors dans cet épisode, je vais continuer cette plongée temporaire dans le passé pour que ce qui suivra ici sur cette chaîne soit intelligible et logique. Je recommande fortement à celles et ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 1 de commencer par là, avant d'entamer cet épisode 2 de cette série de 3 épisodes qui porte sur les questions suivantes. Comment des conditionnements acquis dans l'enfance peuvent créer en nous un terrain favorable à accueillir des relations toxiques? Et comment est-il possible de se reconditionner par la lucidité, l'éducation et la reconstruction consciente de soi? À la fin de l'épisode 1, on s'est laissé avec une question: pourquoi suis-je resté? C'est une question qui, lorsqu'on sort d'une relation toxique, d'une relation abusive, nous tombe dessus comme un réveil brutal, comme une gifle à laquelle on ne s'attendait pas. Tu regardes en arrière et tu ne comprends pas. Et couplé à cette incompréhension, il y a aussi la honte. La honte d'avoir accepté l'inacceptable, d'avoir justifié l'injustifiable. La honte de ne pas être parti plus tôt. Bonjour à toutes les âmes de lumière et de feu qui écoutent cet épisode et bienvenue dans âme incandescente. Ici, on parle de ce qui a été vécu et éprouvé dans la chair, dans les expériences de vie. On parle de relations toxiques ou humaines, mais surtout de ce qu'elles disent de nous. On parle d'identité, de blessures émotionnelles, mais aussi de découverte et de reconstruction de soi. On parle de perte de sens, de crise existentielle, d'éveil spirituel. Je tiens à préciser que ce podcast n'est pas un espace de conseil, c'est un espace de vérité avant tout. Je ne te dirai jamais quoi faire. Je te partage mes expériences et ce qu'elles m'ont appris. Et si ça résonne en toi, eh bah, tant mieux. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime et de booster la vidéo si tu l'as appréciée parce que je pense que ce type de contenu peut vraiment aider et sauver des vies. Aujourd'hui, on se parle des mécanismes en nous qui permettent l'installation durable des relations toxiques dans nos vies. Je vais donc passer à travers les points suivants. Les premières recherches qui m'ont aidé à percer le voile, le moment propice durant lequel peut s'installer une relation toxique, les conditions favorables à l'emprise, les profils psychologiques favorables à l'emprise, une petite introduction sur la traversée post-rupture. Et si en écoutant tu te reconnais dans ce récit, cherche de l'aide. Mais surtout, 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 ne reste pas isolé. Vers la fin de la relation, quelque chose a commencé à s'éveiller à l'intérieur de moi petit à petit. En cachette, j'ai commencé à me documenter, à effectuer des recherches sur ce que je vivais. En lisant, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout. La possibilité qu'un être humain puisse être aussi habile à manipuler les autres, à faire entrer quelqu'un dans une réalité dont il détient les clés. Je ne savais pas qu'il y avait un trouble de la personnalité qui s'appelait la perversion narcissique. Et plus je lisais, plus je me rendais compte que, mais en fait, c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Je ne savais pas que ce type de personnalité existait. Je ne savais pas que on pouvait te faire douter de toi-même à tel point que tu deviennes ton propre accusateur, à tel point que tu deviennes ton propre bourreau, à tel point que tu arrives à te demander si ce n'est pas toi qui invente, si ce n'est pas toi qui exagère, si ce n'est pas toi qui est vraiment trop sensible, et si ce n'est pas l'autre en fait, l'ange dans l'histoire finalement. Au début, j'étais choquée parce que c'est comme si un rideau tombait et je voyais l'arrière-scène. C'est comme si je le voyais lui, assis en arrière-plan, avec une télécommande en main, regardant tout ce qui se jouait sur l'écran. Donc la bonne attitude consiste à se regarder soi-même et à se demander pourquoi je suis restée. Qu'est-ce qui, en moi, a permis que je tombe dans un tel piège? Tout ça pour dire que la sortie, pour moi, a commencé avant la rupture officielle. Quand j'ai commencé à entrevoir, à tout noter, parce que le voile commençait à se fissurer, hein. Donc je notais tout. Je notais ses phrases
Je notais ses réactions, je notais les micro-violences en fait. Et je notais aussi ce que je ressentais face à tout ça. C'est très important hein, de tenir un journal quand on vit ce type de situation parce que quand tu es dans le brouillard, bah, ça altère ta mémoire et ta capacité à peser le réel poids des impacts de ce qui est dit ou de ce qui est fait. Je dirais que nommer, en fait, c'est reprendre du pouvoir, c'est faire exister, c'est voir. Si tu n'écris pas, si tu ne nommes pas, eh ben, tu restes dans un état d'hypnose. À quel moment de ma vie cette relation est arrivée? Je rencontre cette personne à une période dans laquelle j'étais en feu, hein, comme on dit. Vue de l'extérieur comme ça, j'avais l'air vivante, j'avais l'air intense, j'avais l'air désirable, sexy, charmante, forte, tout ce que vous voulez. Mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement en morceaux. Je n'allais pas bien. Je n'allais pas du tout bien et je savais que je n'allais pas bien. Par contre, je ne savais pas pourquoi je n'allais pas bien. Et je ne savais pas que toutes ces choses qui peuplaient ma vie, tous ces artifices que j'arborais, en fait, avaient comme fonction de m'anesthésier. Je ne voulais pas faire face à mon propre vide intérieur, à l'absence de repères. Ce qui se passait, c'est que je compensais par le plaisir, par une vie intense, par une vie chaude et brûlante. Je me fuyais en fait et je ne voulais pas me regarder en face. Je remplissais ma vie de bruit comme ça, d'occupation, hein, de tout, hein, sauf de moi-même. On peut maintenant se demander qu'est-ce qui avait causé l'état dans lequel j'étais. Je me suis posé cette question et pour répondre à cette question, il m'a intuitivement paru logique de retourner dans mon enfance. Parce que je crois fortement qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je tiens à préciser que je ne suis pas en train de faire le procès de mes parents sur la scène publique là. Je pense sincèrement que si eux, ils avaient les outils et les connaissances que j'ai aujourd'hui, ils auraient peut-être mieux fait. J'expose juste une logique. Parce que lorsque tu vois les fils conducteurs, les mécanismes, les rouages sous-jacents qui créent un résultat, eh ben ça a le pouvoir de créer une première porte de sortie en fait. Hein. La première chose, c'est de grandir dans une maison où ta mère souffre des infidélités de ton père. Des histoires d'infidélité dans les couples là, il y en a partout. Le problème, c'est que ta mère, dans sa détresse psychique, vient souvent déposer sa souffrance sur toi. Tu deviens la confidente ou le confident de ta mère. Ma mère, c'est une femme extraordinaire, c'est une très belle âme. Et je sais aussi qu'il y a des gestes qu'on pose parce qu'on n'a plus d'autre issue en fait à ce moment-là. Mais n'empêche que tout ça, ça a des conséquences sur l'enfant. Ça s'appelle la parentification. C'est l'inversion des rôles entre le parent et l'enfant. Autrement dit, c'est quand l'enfant doit porter l'adulte qu'est son parent. Le problème, c'est qu'un enfant n'est pas construit pour ça. Un enfant est en construction. Un enfant n'a ni la maturité cognitive, ni la capacité de recul, ni la capacité à réguler ses propres émotions, ni la capacité de se protéger intérieurement pour porter les charges conjugales de ses parents. Donc, résultat, l'enfant va acquérir une maturité précoce au prix de sa vie d'enfant. Et comme si ça ne suffisait pas, du côté de ton père, il y a une autre réalité. Ton père, ce n'est pas un homme méchant. Il ne t'a jamais frappé. Il subvenait à vos besoins. Il était là, matériellement. Mais émotionnellement, il était absent. Il était froid, il était secret, il était imprévisible. Et quand tu vis avec quelqu'un d'imprévisible, tu t'ajustes. Hein. Tu ne sais pas trop comment te comporter avec lui, ni à quoi t'attendre. Tu surveilles l'air. Tu calcules tes mots. Tu apprends à éviter un faux pas. Pourtant, la sécurité d'un enfant ne vient pas seulement d'un toit ou d'un repas. Elle vient aussi de la chaleur humaine, de la capacité à comprendre l'humeur du parent, de la capacité à se sentir accueilli. Elle vient du fait de sentir que s'il y a un problème, je peux venir vers toi sans risque et je vais être reçu. C'est pour ça que moi, j'ai longtemps répété cette phrase. Moi, je n'ai pas connu mon père. J'ai souvent dit, je n'ai pas eu de relation avec mon père. Il était là, mais je n'avais pas accès à lui. De surcroît, du jour au lendemain, tout bascule. Ton père a un accident cérébral vasculaire.
Et là, c'est violent d'une autre manière parce que même si pendant longtemps, tu l'as détesté, notamment pour ce qu'il faisait vivre à ta mère, bah, il restait une possibilité, la possibilité de grandir, de mûrir, et peut-être un jour de s'asseoir ensemble et de se parler sincèrement. Et d'un coup, comme ça, bah, cette possibilité t'est retirée. L'abandon émotionnel qui était déjà là se transforme en perte réelle. Et tu te retrouves seul comme ça face au monde avec une sensation paradoxale. C'est que tu n'avais pas vraiment de père. Et pourtant, tu sens que tu viens de perdre quand même un pilier important de ta vie et que bah, tu es livré à toi-même. Avec tout ça, l'enfant grandit avec des conséquences très cohérentes et logiques. D'abord, il y a un fond d'insécurité qui crée en lui une anxiété chronique. Parce que l'imprévisibilité va installer une hypervigilance permanente. L'enfant apprend à marcher sur des œufs, à scanner l'air, à anticiper. Il devient prudent là où il n'y a pas à l'être en fait en réalité. Dans le même mouvement, il apprend à supprimer ses propres besoins. Il se retient d'exister trop fort. Et c'est comme ça qu'il devient autonome très tôt par stratégie de survie. Et puis plus tard, ça peut se transformer en hyperdépendance parce que l'adulte qui est ainsi formé a une incapacité à accepter de recevoir de l'aide parce qu'on l'a habitué en fait à tout porter tout seul. Et il peut vivre aussi un fort syndrome de l'imposteur. Il a le sentiment de ne jamais en faire assez, de devoir mériter l'amour. Puis il y a un autre effet plus subtil mais très important. Comme l'enfant a été placé très tôt dans une fonction de soutien, il peut vivre dans le syndrome du sauveur. Il peut développer une hyper-empathie et une difficulté à entrer en contact lui-même avec ses propres émotions. Parce que quand on a passé l'enfance à vivre à l'extérieur de soi, à s'adapter, à lire les autres, à réguler les autres, ben on devient très compétent pour comprendre ce que les autres ressentent, mais très incapable pour reconnaître ce qu'on ressent soi-même. Et puis forcément, bah, tout ça, ça abîme les limites, hein. Dire non, bah, ça devient difficile. Il y a la peur de décevoir, il y a la peur de blesser l'autre, il y a la peur d'être rejeté. Donc on va surdonner, on va se suradapter, on va compenser, on va se rendre indispensable. Et souvent, bah, ça glisse vers le people pleasing, bah, très souvent en fait, qui consiste à chercher à plaire pour éviter d'être une cause de tension. Et puis enfin, tout ceci atteint l'estime de soi, hein, parce que, par exemple, quand l'affection et la reconnaissance manquent, bah, l'enfant ne conclut pas que bah, le parent il est juste fermé et que ce n'est pas contre lui. L'enfant il va conclure, bah, c'est moi qui n'en vaut pas assez. Il se demande bah, pourquoi je ne mérite pas qu'on me parle, qu'on me voie, qu'on me choisisse aussi. Et donc à l'âge adulte, bah, ces bases peuvent produire de grandes directions relationnelles, parfois alternées. Soit ça crée l'évitement, donc une peur de l'intimité, mettre l'autre à distance, la difficulté à se livrer, la difficulté à s'ouvrir. Soit au contraire, bah, ça va créer une quête d'approbation et de validation. Donc on va entrer dans des liens fusionnels, on va être dans des relations de codépendance, des relations toxiques, où on va chercher à combler un vide. Donc un adulte, en fait, c'est un enfant qui se construit dans un climat soit sécure, soit insécure, soit stable, soit instable. Et quand l'environnement est sain, bah, l'enfant, il peut mettre son énergie au service de sa croissance. Donc il peut explorer, il peut se tromper, il peut apprendre, il peut se découvrir. Et quand l'environnement est instable, bah, l'enfant dépense son énergie à survivre et tout ce qui suivra dans la vie commence à la base. À ce climat familial pesant se sont ajoutées d'autres blessures de parcours qui ont creusé le terrain. Quand tu passes, par exemple, de statut d'enfant que bah, tout le monde décrit comme intelligent, doué, prometteur, à une période d'échec scolaire liée à ton mal-être, à ta fatigue intérieure, à un manque de suivi aussi, l'échec commence à se coller à toi comme une identité. Ça attaque quelque chose de vital qui est la confiance en soi. Et puis à cela, c'est ajouté aussi un rapport au corps
fragilisé par des traumatismes relationnels. Par exemple, quand tu ne te sens pas capable de te montrer sans maquillage ou sans artifice, ce n'est pas de la simple coquetterie. Être coquette, c'est bien, moi je n'ai rien contre ça. Mais souvent, ça veut peut-être dire aussi que tu te perçois comme quelqu'un à rendre acceptable, quelqu'un à transformer, quelqu'un à changer. Tu te crées une fausse image de toi-même, ou tu séduis pour être validé. Et sans même t'en rendre compte, en fait, tu deviens plus tolérant à ce qu'on corrige ton corps, à ce qu'on le juge, à ce qu'on le façonne. Et puis, il y avait aussi cette quête de sens. Quand tu cherches quoi faire de ta vie, quand tu cherches une direction parce que tu es complètement perdu. Quand tu ne sais pas qui tu es beaucoup plus exposé au récit de quelqu'un d'autre qui peut te proposer un rôle, une place, une identité. Et si toi tu es vide, tu peux prendre ce rôle et tu vis la vie qu'on t'a assignée. Donc voilà, cet homme, il était arrivé dans une période d'extrême vulnérabilité et de vide intérieur. Dans mon enquête intérieure pour tenter de répondre à la question «Pourquoi suis-je resté? Qu'est-ce qui, en moi, avait permis cela?» j'avais aussi découvert qu'en réalité, je ne me connaissais pas. En cherchant, je suis tombée sur tout un vocabulaire dont je n'avais jamais entendu parler. Et je les cite en vrac, hein, mais ce sont des réalités à part entière. Je suis tombée sur des notions comme l'hypersensibilité, le haut potentiel intellectuel ou émotionnel, donc HPI ou HPE, ou encore les zèbres ou les surdoués, l'empathe, la multipotentialité, la neuroatypie, les archétypes spirituels. Donc j'ai beaucoup lu sur ces sujets-là et j'ai passé plusieurs tests qui m'ont permis de me découvrir. Ça m'a permis aussi de comprendre qu'en fait, il existe des fonctionnements cérébraux et psychiques très différents. Et que si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, tu peux devenir extrêmement vulnérable. Se connaître, c'est savoir où est-ce que tu es vulnérable, où est-ce que tu es naïf, où est-ce que tu as besoin de règles et de limites, et bien évidemment où est-ce que tu es correct aussi et où se situe ton génie. Et ce qui dans une vie saine peut être une force, dans une relation toxique, ça devient une faille exploitable. C'est ainsi que j'ai compris que le mélange blessure plus profil psychologique peut créer un terrain favorable à l'emprise. Donc voilà, j'avais compris que je ne savais pas qui j'étais et que je n'avais pas appris la sécurité émotionnelle. Je n'avais pas appris ce que ça faisait dans le corps, dans l'esprit d'être accueilli, d'être entendu, d'être régulé, d'être soutenu. Donc, moi, je reconnaissais pas à temps le danger, en fait. C'est comme ça que certaines relations s'installent. C'est qu'elles ne te paraissent pas forcément anormales tout de suite, mais elles te paraissent surtout familières. Sortir d'une relation d'emprise, c'est vraiment un exploit quand on n'est pas éduqué sur le sujet et qu'on ne s'est pas éveillé à ce qui se joue. Et pourtant, ce n'est pas ça le plus dur. Le plus dur commence après la rupture. C'est dur parce que déjà, tu sors d'un système bien rodé. Et donc, premièrement, il y a l'épuisement nerveux et physique qui se présente parce que le corps s'effondre brutalement. C'est un peu comme avoir couru des milliers de kilomètres sans s'arrêter. Ensuite, il y a cette sensation de décervelage là et de perte d'identité qui sont causées par toutes les confusions, le flou, le brouillard mental dans lequel tu étais. Et donc après ces périodes de contradiction, de gaslighting, on ne sait plus très bien, hein, à quoi se fier en soi. C'est normal. Et puis en même temps, il y a un mélange, qui est très paradoxal. C'est que tu es soulagé, mais en même temps tu ressens un manque violent. Comme si tu étais en sevrage en fait. Et ça, c'est l'effet du lien traumatique. Quand l'autre alternait entre idylle et violence psychologique, ton système nerveux, il continue de réclamer en fait, ces courts moments de récompense, même après la rupture. Il n'est pas rare de trouver des symptômes qui s'avoisinent, aux troubles du stress post-traumatique. Par exemple, on est dans un état d'hypervigilance, on peut avoir des attaques de panique, des sursauts, on peut souffrir de troubles du sommeil, on peut avoir des flashbacks où on revit des scènes de la relation soudainement comme ça.
On peut vivre des épisodes de dissociation et puis, l'humeur est très altérée, donc on est très irritable et extrêmement nerveux. Puis il y a aussi une altération des capacités cognitives, notamment la mémoire. Si vous vous retrouvez dans cette situation, faites-vous accompagner. Il faut se faire aider. Il faut avoir un système de soutien autour de soi, mais évitez de rester seul. Parce que en plus de ça, le partenaire contrôlant peut continuer, hein, sous forme de harcèlement, de stalking, de campagne de diffamation, voire, d'abus juridiques en fait, hein. Et aussi parce que les rechutes du côté des victimes sont très fréquentes, parce qu'on est dans un brouillard mental, donc on est dans un état, très vulnérable où on se demande en fait: «Et si c'était moi le problème?» On doute. On se demande: Et si j'avais tout gâché? Et si j'avais exagéré, en fait?» Et puis, bien évidemment, on se met à douter de tout le monde. On n'a plus confiance en qui que ce soit. On soupçonne tout le monde d'être, comme cette personne qu'on a connue. Donc il y a un risque aussi d'isolement social. Donc il y a beaucoup de conséquences, en fait. À un moment donné, j'ai compris qu'il me fallait me faire violence, hein, si je voulais m'en sortir. Je devais entrer dans une période de purification intérieure. Je suis entrée dans une période de solitude, dans une période de retrait total. J'ai compris que je devais payer le prix qu'il y avait à payer pour guérir et pour ne plus retourner en arrière. Donc il m'a fallu tenir assez longtemps pour que mon système nerveux enregistre que la prison familière n'est plus notre refuge à nous. Donc c'était une rééducation qui est passée par l'éducation, hein, pour comprendre les mécanismes, couplée à une volonté extrême de m'en sortir, avec la certitude que oui, c'est possible de s'en sortir. Et puis dans les premiers mois, j'avais aussi un ami qui a été là pour me soutenir, et j'aimerais lui dire merci, même si aujourd'hui, nos chemins se sont séparés. Je dois être franche sur le fait que ce qui m'a portée aussi au-delà de l'éducation, des prises de conscience, etc., ça a été aussi la foi. Moi, de base, je n'étais pas croyante pratiquante. Je suis née dans une famille chrétienne. J'avais au moins cette certitude qu'il y a un Dieu qui existe. Et puis je le cherchais, hein, sans vraiment le trouver. Et dans ma solitude, il ne m'est resté plus que lui, hein, Dieu. J'ai prié avec ce que je savais de la prière. Je sentais dans ce moment difficile-là que je n'étais pas seule. Ma foi, moi je le dis, ma foi m'a sauvée parce que là où je ne voyais aucune issue, un autre paysage en fait s'est dessiné devant moi. Donc la foi m'a permis de tenir quand j'étais tentée de céder, par exemple. La foi m'a empêchée de négocier avec ce qui était nocif pour moi. La foi m'a donné une structure intérieure, un axe intérieur, là où avant j'en avais pas. Et puis à partir de là, j'ai commencé à reconstruire ma vie et mon être petit à petit. Et je tiens à dire que les choses prennent du temps. Faut respecter le temps. J'ai compris qu'il fallait apprendre à me connaître, qu'il fallait que je pose des limites, qu'il fallait que j'aie des règles de vie, hein, beaucoup plus saines, qu'il fallait que je refuse des situations qui ne portent pas la clarté et qu'il fallait que j'arrête d'appeler amour ce qui m'obligeait à me trahir. Et puis j'ai aussi compris que j'étais pas stupide, et que j'étais juste perdue. Et que être perdu, ça se guérit par l'éducation, par la clarté, par la discipline. J'ai découvert aussi que j'avais tellement de richesses intérieures que je ne voyais pas, et que mon corps, au final, ne me définissait pas, hein, ne définissait pas ma valeur. J'ai découvert une femme intelligente, une femme sensible, une femme qui est capable, une femme qui est charmante aussi, et qui devait apprendre à se respecter, à se choisir, à se valoriser, et à honorer ce qui est précieux en elle. Ensuite, j'ai aussi compris une chose qu'on ne comprend pas quand on est jeune et blessé, c'est que tout ce qui est physiquement attirant, là, n'est pas forcément beau à l'intérieur. Il faut prendre son temps, il faut éprouver les esprits, il faut observer, il faut pas se donner comme trop vite à l'autre. Il ne faut pas confondre l'intensité et la profondeur. Et puis surtout, j'ai appris à écouter mon intuition, parce que l'intuition et le corps nous parlent. Eux, ils savent même avant
que l'esprit conscient n'ait des preuves. Et puis finalement, j'ai compris qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Certaines rencontres viennent te détacher de ton ego blessé. Certaines rencontres viennent te réveiller, te forcer à voir et te pousser vers une mission qui est celle de devenir la personne que tu es appelé à devenir. Une personne qui ne gaspille plus ce que Dieu a posé en elle, son potentiel. Une personne alignée, lucide, qui habite sa vie en conscience, qui est claire avec elle-même, qui s'est posé des limites saines et qui peut ainsi transmettre peut-être un jour, avec sagesse et paix, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a appris. Donc pour résumer, j'aimerais te dire qu'il est possible de s'en sortir, mais cela requiert un prix à payer. Donc dans l'épisode 3, je vais beaucoup plus parler en profondeur de ce qui vient après, la reconstruction. Comment est-ce qu'on se reconstruit? Comment est-ce qu'on stabilise? Comment est-ce qu'on cesse de répéter les mêmes schémas? Comment on traverse les rechutes aussi? Ou les tests, je vais dire. Et bien d'autres choses à discuter. Parce que sortir, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de ta responsabilité envers toi-même. Merci à toi d'avoir écouté ce 2e épisode d'une série de 3. J'espère qu'il servira à apporter des réponses à des personnes qui vivent ce type de lien. Si tu as aimé l'épisode, partage-le. Ça pourrait créer un éveil de conscience chez une personne qui est sous emprise, peut-être en ce moment. N'oublie pas de laisser un j'aime. Abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir les notifications des autres vidéos qui sortiront. Et je te dis à très bientôt.